Il n'y a pas eu de dispute, pas de cri, pas de rupture ouverte. Et pourtant quelque chose s'est effacé, lentement, silencieusement. Tu vis peut-être dans une maison pleine de monde, entourée de voix, de pas, de repas partagés. Mais tu sens que quelque chose en toi rétrécit, comme si ta présence était tolérée, mais plus vraiment désirée. Tu es là, mais tu ne comptes plus. Tu entends, mais on ne t'écoute plus. Et c'est là, précisément, que commence l'effacement. Pas dans le déménagement, pas dans l'abandon, mais dans la distance invisible entre toi et les autres. Charlie Chaplin, ce maître de la tendresse cachée sous les silences, disait que le rire soulage l'âme, mais c'est dans le silence que l'homme découvre qui il est vraiment. Et peut-être qu'en vieillissant, ce silence devient plus fréquent et plus lourd. Tu étais autrefois le centre, la source, le pilier. Maintenant, tu es souvent le dernier à parler, le premier à être interrompu. Ce n'est pas que l'on ne t'aime plus, c'est juste que le monde a accéléré. Et toi, tu n'as pas ralenti. C'est lui qui ne t'attend plus. Vieillir dans une maison familiale peut sembler rassurant. Être proche des enfants, entendre les rires des petits-enfants, sentir encore la vie battre autour de soi. Mais la question que peu osent poser est simple. Es-tu encore intégré à cette vie ou simplement adjacent à elle? Il y a des salons chaleureux et pleins, où l'on se sent profondément seul. Et il y a des chambres vides, mais emplies de paix, de choix, de liberté. Vieillir ne signifie pas forcément diminuer. Cela peut aussi signifier revenir à soi. Retrouver la voix intérieure qu'on a longtemps mis en sourdine pour les autres. Combien de mères, combien de pères ont consacré leur vie entière à servir, à éduquer, à protéger, en espérant, consciemment ou non, une reconnaissance équivalente dans le grand âge. Et combien découvrent, trop tard, que la vie ne rend pas toujours ce qu'on lui a donné. Chaplin, dans ses vieux jours, vivait en Suisse, loin des projecteurs, dans un silence choisi. Il disait que la célébrité l'avait quitté, mais que la paix était restée. Il avait compris que la dignité ne réside pas dans la présence constante de ceux qu'on aime, mais dans la capacité de rester soi-même, même quand personne ne regarde. Et c'est peut-être là la véritable question après 70 ans. Veux-tu simplement être entouré ou veux-tu encore être entendu, vu, respecté? Dans ce premier moment de notre réflexion, je ne veux pas t'imposer une réponse, mais je t'invite à une vérité courageuse. Parfois, vivre avec les siens, c'est s'effacer pour ne pas déranger. Et parfois, vivre un peu plus loin, c'est continuer à exister en entier. À toi de voir ce qui te permet encore de respirer sans te retenir. Il est facile de croire que vivre avec ses enfants signifie forcément être entouré d'amour. Après tout, n'est-ce pas ce que montrent les publicités, les émissions de fin d'année? Une grand-mère assise entre ses petits-enfants, un grand-père partageant ses souvenirs pendant le dîner, les rires qui remplissent la pièce. Mais ces images sont des cartes postales. Et la vie réelle, elle, est souvent faite de regards fuyants, de téléphones qu'on consulte à table, de conversations interrompues par une notification. La maison est pleine, mais l'attention est vide. Dans une scène devenue classique, Chaplin marche seul dans une rue bondée. Les gens passent, l'effleurent, le frôlent, mais aucun ne le voit vraiment. Ce plan simple en apparence disait tout. On peut être au centre d'un décor et pourtant totalement invisible. C'est exactement ce que ressentent des milliers de personnes âgées vivant chez leurs enfants. Elles sont là, mais elles ne font plus partie du récit. Elles deviennent un arrière-plan, une routine silencieuse qu'on oublie de consulter, qu'on oublie de remercier. Et ce n'est pas par méchanceté, c'est l'usure du quotidien, le rythme effréné, le stress, le travail, les enfants. Les factures, les rendez-vous, les fils et les filles ne sont pas devenus insensibles, ils sont devenus pressés. Et dans cette urgence permanente, la tendresse devient rare, la patience s'épuise et la parole se fait fonctionnelle. Tu as mangé? Tu veux du thé? Tu peux garder les enfants? Mais jamais. Comment tu te sens aujourd'hui? Ou de quoi rêves-tu encore? Alors tu t'adaptes, tu réduis ton espace vital, tu fais moins de bruit,
Tu t'efforces de ne pas gêner. Tu apprends à t'effacer avec élégance. Tu souris pour rassurer. Tu dis « ce n'est pas grave, même quand ça fait mal », parce qu'au fond, tu ne veux pas qu'ils se sentent coupables. Tu les aimes encore. Tu les protèges encore, mais cette fois, en silence. Chaplin disait que le vrai drame n'est pas d'être seul, mais d'être seul quand on devrait être entouré. Et c'est cette dissonance qui fait le plus mal. Car dans ton esprit, dans ton cœur, tu es encore cette mère active, ce père solide, cette personne pleine de vie. Mais dans les yeux des autres, tu es devenu fragile, secondaire, parfois même encombrant. Et alors, la question devient urgente. Faut-il rester là, à côté, mais invisible? Ou faut-il avoir le courage de partir pour redevenir visible ailleurs? Il ne s'agit pas de fuir l'amour. Il s'agit de reconnaître qu'un amour qui n'écoute plus, qui ne voit plus, finit par blesser plus qu'il ne soigne. Dans ce bloc, je ne cherche pas à blâmer qui que ce soit, mais à te rendre ta voix. Car peut-être qu'au fond, ce que tu attends n'est pas une maison pleine, mais une pièce tranquille où tu peux exister sans t'excuser. Chaplin l'avait compris. Il vaut mieux une solitude choisie qu'une présence subie. Et peut-être est-il temps de faire le même choix. Elle s'appelait Louise, 78 ans, veuve depuis bientôt 10, ancienne institutrice, passionnée de jardinage et de romans historiques. Quand sa fille lui a proposé de venir vivre chez elle après une hospitalisation, Louise a hésité. Mais le ton était doux, l'intention sincère. « Maman, ici tu ne manqueras de rien. » Elle a donc quitté sa petite maison, celle où elle avait vu ses enfants grandir, pour une chambre d'amis bien meublée, dans un pavillon moderne et silencieux. C'était logique, pratique, sécurisé. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était de se sentir peu à peu étrangère à sa propre vie. La cuisine n'avait pas l'odeur du café qu'elle aimait. Le salon était souvent silencieux ou occupé par une télévision trop forte. Ses petits-enfants passaient, mais toujours pressés. Le gendre était poli, mais distant. Et sa fille devenait une silhouette, une présence épuisée par le travail, les tâches, les échéances. Les premières semaines, Louise essayait encore, proposait d'aider, suggérait des idées de repas, racontait une anecdote, un souvenir, mais souvent on lui répondait « Plus tard, maman, je suis débordée ». Alors elle a commencé à se taire, à observer, à attendre. Le fauteuil où elle s'asseyait chaque soir est devenu son seul refuge. C'est là qu'elle lisait, tricotait. Parfois, c'est là qu'elle pleurait aussi, sans bruit, parce que la douleur, la vraie, ne fait pas de scandale. Elle se dépose en silence dans les recoins d'un cœur qu'on oublie d'écouter. Charlie Chaplin disait que la solitude ne vient pas du fait d'être seul, mais du fait de ne pas être compris. Et Louise, malgré la proximité, n'était plus comprise. Pas par manque d'amour, mais par manque d'attention, de présence réelle. Vivre sous le même toit, ce n'est pas vivre dans le même monde. Il y avait deux univers dans cette maison, celui de la course contre le temps et celui du temps qui s'étire. Et ces deux vitesses ne se croisaient presque jamais. Louise n'était pas maltraitée, elle était habillée, nourrie, respectée même. Mais elle n'était plus interrogée, plus impliquée. Ses idées ne comptaient plus, ses envies étaient perçues comme des caprices, ses silences comme de la tristesse, alors qu'ils étaient parfois juste des appels qu'on n'entendait plus. Et c'est là que naît la grande question que Chaplin posait, sans jamais la dire explicitement. Vaut-il mieux être seul ou ignoré? Est-il plus digne de vivre dans un petit logement modeste où l'on décide encore de la couleur de ses rideaux, ou dans une belle maison où l'on ne décide plus de rien? Le confort matériel vaut-il le prix de l'effacement personnel? Louise a mis du temps à formuler cette réponse. Mais un matin, assise dans ce fauteuil devenu son univers, elle a compris. Elle était en vie, mais elle ne vivait plus. Elle existait dans l'agenda des autres, entre deux réunions, entre deux courses. Et elle s'est souvenue d'une phrase lue un jour dans un vieux carnet. « Si tu ne tiens plus la plume de ta vie, quelqu'un d'autre écrira l'histoire à ta place. »
Ce jour-là, elle a commencé à écrire une nouvelle page. Le changement ne s'est pas fait en criant. Il n'y a pas eu de confrontation ni de drame, seulement une intuition persistante. Je ne suis plus à ma place ici. Louise a regardé autour d'elle. Les murs étaient propres, les repas assurés, les visages familiers. Mais il manquait quelque chose d'essentiel, sa liberté. Non pas la liberté de courir un marathon, non. La liberté simple mais vitale de choisir son silence, son rythme, son assiette, sa solitude. Alors un jour, elle a pris un carnet, un stylo et a listé ce qu'elle voulait encore. Pas les grands projets, pas les voyages, juste les choses petites, concrètes, mais qui redonnent un sens à la journée. Faire son café elle-même, choisir l'heure de son bain, réécouter ce vieux disque de Charles Aznavour sans baisser le volume, recevoir une amie sans devoir demander l'accord de quiconque, être seul, mais par choix, non plus par oubli. Et là, une idée a germé. Pas une fuite, pas une rupture, une transition. Avec son petit héritage et un peu d'économie, elle a commencé à chercher un studio, pas très loin, pas luxueux, juste à elle. Le premier qu'elle visita avait une fenêtre ensoleillée et une étagère déjà vissée au mur. Elle s'y est vue, elle s'y est projetée. Ce lieu n'était pas plus grand que sa chambre actuelle, mais il portait une promesse, celle de redevenir maîtresse de son espace. Charlie Chaplin, qui avait connu le faste d'Hollywood et le silence de l'exil, disait que la vraie liberté, c'est de vivre selon ses besoins intérieurs, pas selon les attentes extérieures. Et Louise, à cet instant, comprit que ce qu'elle s'apprêtait à faire n'était pas un acte d'égoïsme, mais un acte de préservation. Préserver sa voix, sa lumière, sa respiration. Bien sûr, la peur était là. Peur de se sentir abandonnée, peur du vide, peur de la solitude. Mais ces peurs étaient déjà présentes, bien que camouflées sous le confort apparent. Ce qu'elle allait chercher, ce n'était pas une vie parfaite, mais une vie juste, une vie qui lui ressemble. Le jour du déménagement, sa fille l'a aidée, un peu surprise, un peu inquiète. « Tu es sûre, maman ?» Louise a souri. « Oui, pour la première fois depuis longtemps, je suis sûre. » Le camion était modeste, le trajet court, mais pour elle, ce fut un voyage immense, de l'effacement vers l'existence. Dans son nouveau chez elle, Louise n'a pas retrouvé la jeunesse, elle a retrouvé l'essentiel. Des gestes à elle, des habitudes choisies, des silences habités. Le matin, elle ouvrait ses rideaux sans réveiller personne. L'après-midi, elle lisait dans son fauteuil sans culpabilité. Le soir, elle écoutait Chaplin au piano, dans un vieux film qu'elle aimait revoir. Et pour la première fois depuis longtemps, elle s'est sentie présente à sa propre vie. Tout le monde n'est pas Louise. Tout le monde n'a pas le carnet, le déclic, le courage tranquille de dire « je mérite mieux que ça ». Beaucoup restent. Parce que c'est plus simple. Parce que cela semble plus sûr. Parce que la peur est plus forte que l'envie. Et alors, le quotidien devient une longue scène sans texte, où l'on joue le rôle de la personne âgée modèle, silencieuse, docile, reconnaissante. Mais à quel prix? Il y a Michel, par exemple, ancien ingénieur, esprit vif, mémoire impressionnante. Il vit chez son fils depuis 2 ans. Chambre à l'étage, repas à heure fixe, télévision l'après-midi. Tout semble normal, en apparence. Sauf qu'à force de ne pas décider ce qu'il mange, ce qu'il regarde, à quelle heure il se couche. Michel a perdu son élan. Ce n'est pas qu'on le maltraite, c'est juste qu'on a pris l'habitude de penser pour lui, de faire à sa place. « Laisse papa, on va s'en occuper ». Et lui, à force d'entendre ça, a fini par croire qu'il n'en était plus capable. Charlie Chaplin disait que lorsqu'on retire à quelqu'un la possibilité de décider, on retire aussi une partie de son humanité. Et c'est exactement ce qui se passe dans ces milliers de foyers où les intentions sont bonnes, mais les résultats dévastateurs. L'amour trop protecteur devient une camisole douce, et celui qu'on voulait protéger devient un fantôme discret, un visiteur dans sa propre vie.
Et toi, est-ce que tu ressens ça parfois? Ce moment où tu veux donner ton avis, mais tu sens que ça gêne, où tu proposes quelque chose, mais on t'écoute à moitié, où tu préfères te taire pour ne pas faire d'histoire. Ce moment où tu demandes la télécommande, mais on te dit gentiment « on regarde autre chose, papy ». Ce n'est rien, dit-on. Mais à force de petits riens, on construit un grand vide. Ce vide, c'est celui de la déconnexion. Non pas seulement avec les autres, mais avec soi-même. Tu ne choisis plus ta musique. Tu ne choisis plus ton rythme. Tu t'habilles pour plaire à ceux qui t'accueillent. Tu manges ce qu'on a décidé. Tu fais des compromis invisibles. Et à force d'être accommodant, tu t'effaces. Chaplin, devenu père tardif, avait une relation pudique avec l'autorité. Il disait que le respect véritable ne naît pas du contrôle, mais de l'écoute. Et dans ses films, les personnages âgés ne parlaient pas beaucoup. Mais quand ils disaient quelque chose, tout le monde s'arrêtait. Pourquoi? Parce que leurs paroles étaient rares, précieuses, profondes. Dans nos vies modernes, cette parole est souvent perdue dans le bruit ambiant, et celui qui ne parle plus disparaît. Il est encore temps de se demander « Et moi, où suis-je dans cette maison ?» Pas physiquement, mais existentiellement. Qu'est-ce qui m'appartient encore? Qu'est-ce que je choisis encore? Et si la réponse est floue, alors il est peut-être temps de tracer une nouvelle ligne, de redéfinir son territoire, même s'il ne fait que 10 mètres carrés. Parce qu'il n'y a pas de petite liberté. Il n'y a que des libertés oubliées. Il avait juré que jamais il n'irait là-bas. Les maisons de retraite, c'est pour les gens qu'on abandonne. Il le répétait à qui voulait l'entendre. Pour lui, ces lieux évoquaient l'oubli, l'humiliation, la faim. Il imaginait des couloirs blancs, des portes fermées, des regards vides. Et surtout, il avait peur de devenir un numéro. Mais la vie, comme le disait Chaplin, a le chic pour nous mettre face à nos propres jugements. Car un jour, la santé a vacillé. Pas gravement, mais suffisamment pour rendre chaque escalier dangereux, chaque sortie risquée, chaque solitude plus lourde. Les enfants, bienveillants, ont proposé d'accueillir leur père chez eux. Il a refusé, pas par fierté, mais par instinct. Il ne voulait pas retourner dans une vie où il devrait demander la télécommande, adapter ses horaires, se fondre dans une routine qui n'était pas la sienne. Alors, presque à contre-cœur, il a visité une résidence. Et là, il a été surpris. Il ne s'agissait pas d'un hôpital, ni d'un dortoir silencieux. C'était une maison, avec un jardin, avec des fauteuils colorés, avec des pensionnaires qui riaient autour d'un jeu de cartes. Il s'est senti déplacé au début, comme un élève qui entre dans une classe trop jeune pour lui. Mais au fil des jours, quelque chose d'inattendu s'est produit. Il a recommencé à exister. On lui a demandé ce qu'il voulait manger, à quelle heure il souhaitait se lever, s'il préférait participer à l'atelier de lecture ou juste prendre le soleil en paix. Et surtout, il a été regardé, non pas comme un poids, mais comme un homme avec une histoire, avec un prénom, avec une voix. Charlie Chaplin, exilé de l'Amérique à cause de ses idées, s'était installé en Suisse. Là, loin du tumulte, il disait avoir retrouvé le luxe rare du silence choisi et du respect quotidien. Et c'est ce que cet homme a trouvé lui aussi. Une routine douce, une écoute simple, un nouveau rythme où il pouvait respirer sans se justifier. Bien sûr, toutes les résidences ne se valent pas. Il y a des lieux ternes, impersonnels, mal gérés. Mais il y en a d'autres, nombreux, où l'on redonne aux aînés ce que la société leur prend peu à peu. Du temps, de l'attention, de l'humanité. Ce ne sont pas des refuges tristes. Ce sont des villages intérieurs où l'on retrouve des regards complices, des discussions vraies, des rires qui ne jugent pas. Et parfois, comme Chaplin dans ses vieux films, ce n'est pas la grandeur du décor qui touche. C'est la sincérité d'un geste, la chaleur d'une tasse de thé partagée, le respect dans la manière dont on prononce ton prénom. La résidence, alors, cesse d'être une fin. Elle devient une nouvelle scène, modeste, certes, mais dans laquelle tu redeviens le personnage principal. Il y a des questions que l'on évite pendant des années, comme si les formuler les rendait plus réelles.
Avec qui vais-je vivre quand je ne pourrai plus tout faire seul? Est-ce que mes enfants seront là? Est-ce que je dérangerai? Et puis un jour, ces questions deviennent urgentes. Le miroir te les renvoie, le silence te les chuchote, et ton cœur te presse. Réponds. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de réponse unique. Vivre avec ses enfants, pour certains, c'est retrouver une chaleur familiale oubliée. Pour d'autres, c'est s'effacer doucement derrière les agendas, les bruits, les oublis. Vivre seul peut sembler risqué, mais c'est parfois la dernière île où l'on peut encore être soi-même. Et les résidences, longtemps perçues comme des lieux de fin, peuvent aussi devenir des commencements. Charlie Chaplin, jusqu'à la fin de sa vie, avait cette lueur dans les yeux, celle de ceux qui ont tout perdu et tout retrouvé à l'intérieur d'eux-mêmes. Il disait que la vie est une pièce de théâtre qui ne permet pas les répétitions. Alors, ris, pleure, danse, mais surtout, vis avec vérité. Et si cette vérité pour toi commence dans un studio modeste, dans une chambre en résidence ou même à quelques pas de ceux que tu aimes, alors que ce soit ton choix, car vieillir n'est pas une régression, c'est une révolution intérieure, c'est le moment de trier ce qui compte, ce qui reste, ce qui pèse. C'est l'occasion, peut-être pour la première fois, de vivre sans masque, sans devoir plaire, sans se censurer, de boire son café sans se presser, de dire non sans se justifier, de poser une photo là où elle a du sens, pas là où elle est bien vue. Et surtout, vieillir, c'est apprendre à ne plus attendre que les enfants appellent, que la reconnaissance vienne, que les autres devinent tes besoins. C'est apprendre à les formuler, à les honorer, même s'ils ne sont pas toujours compris. Et parfois, c'est aussi accepter que ce que tu cherches chez les autres, tu peux te l'offrir à toi-même. Alors, avec qui faut-il vivre après 70 ans? Peut-être avec tes enfants, peut-être seul, peut-être entouré de compagnons d'âge et de mémoire, mais surtout, avec toi-même, en paix, en cohérence, en dignité. Et si aujourd'hui, cette vidéo t'a touché, ce n'est pas parce qu'elle t'a donné une solution, mais parce qu'elle t'a rendu une question trop longtemps oubliée. Et moi, dans tout ça, qu'est-ce que je veux vraiment? Charlie Chaplin disait que chaque seconde est précieuse, car elle est une chance de recommencer. Alors recommence, non pas ta vie, mais ton regard sur elle. Et si tu sens que c'est le bon moment pour choisir autrement, choisis. Parce que même après 70 ans, il n'est jamais trop tard pour redevenir le personnage principal de ta propre histoire.